Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24 heures en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonsoir à toutes et à tous, installez-vous confortablement, c'est 24 heures en Alsace, une heure d'actualité régionale à découvrir chaque soir en direct. On va parler de MMA ce soir, cette discipline sportive aussi critiquée que passionnante, est en passe d'être reconnue en France, l'un des derniers pays à le faire. On en parlera avec un ancien combattant et un élu qui s'est battu pour sa reconnaissance. On va parler musique avec un drôle de festival à Strasbourg qui fait le pari de faire jouer une chorale juive dans une mosquée ou de faire jouer des chants soufis dans une synagogue. Ça s'appelle les Sacrées Journées et c'est de mercredi à dimanche. Comme chaque mardi soir, Eric Borner vous emmène dans le monde impressionnant de ces tours et de la magie avec des tours en plateau et en direct avec nos invités, tout ça en direct et sans filet. Et bien sûr, Martial Debrief nous présentera 3 des meilleurs livres de sa sélection de la semaine, des pépites à découvrir et à lire. Tout ça est au menu de ces 60 prochaines minutes. On commence bien sûr, comme chaque soir, par les infos. Le JT est présenté par Anna Britz. Bonsoir à tous et dans l'actualité ce soir, un premier emploi franc signé ce matin en Alsace. Objectif de ce dispositif porté par l'État, favoriser l'embauche des candidats issus de quartiers prioritaires. De nouveaux sites internet à disposition des scolaires pour en savoir plus sur l'histoire alsacienne. Le résultat d'un travail mené par les archives départementales du Haut-Rhin avec l'Institut national de l'audiovisuel, l'INA. Et puis dans notre page consacrée aux élections municipales, rencontre ce soir avec Alain Fontanel, candidat à Strasbourg. À profil équivalent, il est 3 fois plus difficile d'accéder à l'emploi lorsque l'on habite dans un quartier prioritaire. Pour lutter contre cette situation, l'État a lancé l'emploi franc. Expérimenté depuis 2 ans, il a été généralisé depuis le 1er janvier 2020. Et le premier contrat barinois de ce dispositif d'aide à l'embauche a été signé ce matin au Pôle emploi de Haute-Pierre. Plus d'explications, Camille Roland et Cécile Motz. Du haut de ses 22 ans, Tatiana vient de signer son premier CDI avec le garage d'Oeni. Un véritable soulagement pour cette habitante de Haute-Pierre après un parcours professionnel semé d'embûches. La jeune femme a enchaîné les contrats précaires et les candidatures, mais à chaque fois, elle faisait face aux mêmes obstacles. Ça fait un choc parce que je m'y attendais pas. J'ai plus fait des CDD temps partiel. Après, c'était des employeurs qui voulaient pas embaucher surtout. La difficulté d'embauche, c'est souvent par rapport à la tête de la personne, comment elle s'habille, souvent le comportement aussi fait effet, et surtout le quartier. Je trouve ça beaucoup injuste parce qu'on ne laisse pas la chance à des personnes qui le méritent. C'est pas comme si on se présentait, je veux chercher du travail mais je veux me mettre au chômage. Il y en a beaucoup qui ne sont pas comme ça. Tatiana est la première à bénéficier du dispositif Emploi franc dans le département. Cette mesure, copilotée par le ministère du Travail et de la Ville, devrait faciliter l'embauche d'une personne issue d'un quartier prioritaire, en versant une subvention à l'employeur qui la recrute. Ainsi, Ali Doeni va recevoir une aide de 15 000 € sur 3 ans grâce à cette embauche en CDI. Pour les contrats en CDD d'au moins 6 mois, l'aide est de 5 000 €. Après avoir perdu sa secrétaire comptable, cette petite entreprise en pleine expansion a vu dans ce dispositif une solution idéale. Pour moi, c'est très important, bien sûr, parce qu'on peut quand même économiser de charges pendant 3 ans. À la base, je partais sur un 20 heures ou 26 heures maximum, comme l'ancienne qui travaillait. Avec cette aide-là, je peux faire un contrat, je lui fais un contrat CDI en temps complet. Ça lui permettre de commencer bien sa vie. Le chef d'entreprise ne compte pas s'arrêter là. Il souhaiterait embaucher de nouveaux carrossiers et pourquoi pas en faisant appel aux emplois francs. Répondre aux difficultés de recrutement des entreprises, mais aussi lutter contre le chômage et les discriminations dans les quartiers prioritaires. C'est tout l'enjeu de ce nouveau dispositif mis en place depuis le 1er janvier 2020. Des quartiers où le taux de chômage s'élève à 25% contre 8,6% dans le reste de la métropole strasbourgeoise. On peut penser au vu du taux de chômage qu'il y a une difficulté à accéder à l'emploi et que donc il faut pallier cette difficulté, d'où la mesure financière qui est une incitation. On a vu le chef d'entreprise tout à l'heure le dire de façon très nette. L'incitation à l'embauche que représente cette aide est une incitation très forte. On a fait des progrès en 2019 avec l'apprentissage qui a augmenté en volume de 10%. En additionnant l'aide à l'apprentissage des emplois francs, nous allons vers un mieux-être. Comme Tatiana, il serait 8 686 à pouvoir bénéficier de cette aide à l'embauche à Strasbourg. Et la majorité sont demandeurs d'emploi de longue durée.
Saviez-vous qu'avant d'être rattachée à la France en 1798, Mulhouse était une république indépendante? Voilà le genre d'informations que l'on peut retrouver sur de nouveaux sites internet, mis au point par les archives départementales du Haut-Rhin avec le fonds des vidéos de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. Il raconte l'histoire de l'Alsace du Moyen-Âge à nos jours. Composés d'une centaine de vidéos, ces sites sont des nouveaux outils pédagogiques à destination notamment des scolaires. Exemple au collège de Fortschwihr, Marinzis. Colmar, à partir de 1354, fait partie, avec 9 autres villes alsaciennes, de la Décapole. La Décapole, en allemand dit Gemeine Reichsstädte, est une ligue de villes dont le seigneur est l'empereur. Yeux rivés sur les écrans, écouteurs dans les oreilles, le cours de langue et culture régionale est un peu particulier aujourd'hui pour les 5e du collège de Fortschwihr. C'est la première fois qu'ils consultent ces sites internet. Au programme aujourd'hui, le Moyen-Âge en Alsace. C'est différent, ça change. C'est un peu plus intéressant. Je trouve que c'est plus simple parce que c'est plus détaillé. Enfin, quand on lit, on n'a pas forcément toutes les explications. Parce que quand on regarde la vidéo, on a plus d'explications. Je préfère quand même faire sur une vidéo qu'avec une feuille. Avec une vidéo, par exemple, on peut revenir sur un moment précis, par exemple si on a un peu zappé. Et alors que par exemple c'est sur une feuille où c'est le prof qui dit, on ne peut pas revenir en arrière. C'est un support supplémentaire qui va changer des livres. Ça ne les remplace pas, mais ça s'ajoute. L'intérêt de ces petits reportages, c'est qu'ils sont courts, très denses. Et donc ça permet de les exploiter dans le cadre contraint d'une heure de cours. Le projet a nécessité une année de travail. Il a fallu faire le tri entre les 29 km linéaires de documents stockés aux archives départementales du Haut-Rhin et les fonds vidéo de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. C'était vraiment une première et franchement c'était très plaisant, parfois pas évident parce que la recherche des sujets, j'en ai visionné des milliers. Et il faut vraiment réussir à trouver l'extrait juste. Quelquefois, j'aurais voulu faire un patchwork, mais ce n'était pas possible. Donc, ça a été des fois un peu frustrant à des moments et à d'autres moments, on a eu des jolies pépites. Ça mettrait l'Alsace à nouveau en avant, puisqu'il y a 2 sites distincts. Un site avec l'histoire de l'Alsace et un site, l'Alsace et la construction européenne. Et c'est un outil pédagogique extraordinaire. Ça s'inscrit également dans notre opération Prêt pour la réussite éducative de tous. Bien sûr, ce site est ouvert à tous les Alsaciens. Tout le monde peut consulter ces 2 sites. Les sites internet sont accessibles depuis le site des archives départementales du Haut-Rhin et prochainement, ils pourront aussi être consultés depuis le site des archives départementales du Bas-Rhin. En bref, la mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit. Le Conseil de l'ordre du barreau de Strasbourg a reconduit ce matin sa grève pour la 4e semaine consécutive. Malgré les rencontres avec la garde des Sceaux et le Premier ministre, la profession proteste toujours contre la fusion prévue de son système autonome avec le régime universel. Et demain, les syndicats appellent à une manifestation interprofessionnelle et intergénérationnelle à Strasbourg. Le rendez-vous est fixé à 14h place de la Bourse et le cortège rejoindra la place Kléber. Cette journée de mobilisation se tiendra à la veille de l'ouverture à Paris de la conférence de financement destinée à trouver les moyens de garantir l'équilibre financier de la réforme des retraites. Et puis à 48 jours des élections municipales, nous vous proposerons désormais chaque soir un reportage sur un candidat ou un autre reportage en lien avec cette élection. Et on commence avec les candidats déclarés à Strasbourg. Alain Fontanel a présenté sa liste aujourd'hui. Adrien Laby était sur place. Alain Fontanel, 51 ans, numéro 1 de la liste 100% Strasbourg. Actuel premier adjoint au maire de la ville, il fut militant puis élu au Parti socialiste pendant 30 ans. Il rejoint La République en marche en 2017 avant de recevoir l'investiture pour les élections municipales. Voici son projet pour Strasbourg. Notre objectif, c'est de faire de Strasbourg d'abord une ville plus verte, une ville où l'été on puisse réduire la température parce qu'aujourd'hui il fait très chaud, une ville où on peut mieux respirer parce que la pollution de l'air aujourd'hui est très présente, mais aussi une ville plus juste sur le plan social. La pauvreté se développe, notamment dans nos quartiers. Il faut pouvoir réaffirmer la priorité à la jeunesse, la priorité à l'emploi. Et enfin, une ville plus forte sur le plan économique, plus forte sur le plan de la sécurité, mais aussi plus forte
forte sur le plan de la place des citoyens dans la fabrication de la ville. Tous les citoyens strasbourgeois doivent pouvoir devenir des artisans de la ville tout au long du mandat et pas uniquement au moment des élections. Aujourd'hui, le candidat du parti présidentiel présentait officiellement les 50 premiers membres de sa liste et le renouvellement est mis en avant. Moyenne d'âge des candidats, 45 ans. 80% d'entre eux n'ont jamais exercé de mandat politique. Dans l'Assemblée, plusieurs figures de la société civile strasbourgeoise telles qu'Alain Beretz, l'ancien président de l'université, ou encore la musicienne Anja Linder. Côté personnalité politique, on retrouve des membres de plusieurs formations, Agir, LREM, le Modem ou encore la coopérative. L'objectif, c'était à la fois d'avoir une liste qui ressemble à Strasbourg, qui ressemble à nos quartiers, qui ressemble à tous ces talents de la ville, mais aussi une liste qui rassemble au-delà des vieux clivages politiques. Et donc, on a des élus ou des représentants de partis de gauche, du centre droit, pour avoir toute cette expérience, toute cette expertise et porter ensemble un nouveau destin pour notre ville. Il manque encore 15 noms pour finaliser la liste d'Alain Fontanelle, fin des spéculations prévues ce jeudi. Pour le programme, il faudra attendre le mois de février. D'ici là, la tête de liste a indiqué vouloir se porter à la rencontre des Strasbourgeois. Et on finit ce journal avec l'image du jour. Elle est signée Cécile Motz. Ce mois-ci, regardez bien vos fiches de paye. C'est la bonne nouvelle de ce début d'année, la baisse de l'impôt sur le revenu votée dans la loi de finances pour 2020. Avec la réforme du prélèvement à la source, 17 millions de foyers fiscaux en France vont bénéficier d'une baisse de leur impôt sur le revenu. Au niveau national, la baisse est d'environ 301 € selon le ministère de l'économie et des finances. En Alsace, c'est un peu plus. Elle sera d'environ 328 € pour 310 000 foyers sur les 335 000 imposables du Bas-Rhin. Et de 309 € dans le Haut-Rhin pour les 209 000 foyers sur les 227 000 foyers imposables. Retour en plateau dans ce 24 heures en Alsace. Merci beaucoup Anna, on vous retrouve demain pour les infos. On va accueillir tous les invités de ce 24 heures en Alsace. Martial Debrief, venez nous rejoindre. Eric Borner, s'il est là, allez, tout le monde est là. Ayat Ayad, Jean-Philippe Moret, Raphaël Berthet, venez nous rejoindre. On est en direct, tout le monde s'installe tranquillement. Je vous laisse prendre place pendant que tout le monde s'installe. Même Eric Borner est à l'heure, incroyable. Allez, la météo de Célia et on va parler de la riche actualité alsacienne juste après. Votre programme avec CroisiEurope. CroisiEurope, croisière sur les fleuves et mers du monde à bord de bateaux à taille humaine. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre point météo de ce mercredi 29 janvier. On devrait rester au sec sur l'ensemble de l'Alsace malgré pas mal de passages nuageux toujours et des dégradations prévues du centre au sud de la région du Bade-Wurtemberg avec des pluies au programme. Ce sera en même temps dans le nord de la Suisse. Côté Mercure, on est sur des températures positives en matinée, comptez 2 degrés de Saverne à Colmar en passant par Sélestat ou encore par Strasbourg. 1 degré, la minimale du territoire alsacien, ce sera pour Wissembourg, 3 degrés de maximale prévu du côté d'Alkirch ou encore de Mulhouse. L'après-midi, c'est la dégradation qui gagne du terrain sur la quasi-totalité du territoire avec des pluies au programme pour tout le monde. Ça se succédera tout au long de la journée avec des nuages également et quelques petits passages d'éclaircies par moment. Et vous le voyez, un temps un peu plus sec mais très nuageux du côté de Karlsruhe. Côté Mercure, ça grimpe en après-midi avec 5 degrés prévus dans le nord du Bas-Rhin, 7 degrés ce sera pour le centre Alsace et 6 degrés du côté de Baldersheim ou encore de Saint-Louis. On passe à vos prévisions de jeudi maintenant avec la précipitation qui persiste dans le sud du territoire. Elle descendra beaucoup plus jeudi au courant de la journée. Toujours de la pluie prévue dans le Haut-Rhin ainsi que dans le sud de la région du Bade-Wurtemberg et le nord de la Suisse. Et plus on monte vers le nord et plus le temps devrait rester sec malgré toujours pas mal de passages nuageux et des températures qui grimpent. 10 à 11 degrés pour l'ensemble du territoire transfrontalier. Mercredi, nous serons donc le 29 janvier et nous fêterons les Gildas. Le soleil se lèvera à 8h02 pour nous dire au revoir à 17h21. Je vous souhaite un excellent moment sur Alsace 20 et je vous laisse dès demain en compagnie de Sada. Salut! Votre programme avec CroisiEurope. CroisiEurope, croisière sur les fleuves et mers du monde à bord de bateaux à taille humaine.
On va parler de MMA dans ce 24 heures en Alsace. Vous avez sûrement déjà entendu parler ou vu même peut-être des images de ce sport qui est interdit de diffusion d'ailleurs en direct en France, qui est interdit de pratique. Bonsoir Raphaël Berthet, Jean-Philippe Morer. Bonsoir Mathieu. Jean-Philippe Morer, vous étiez député notamment, vous êtes battu à l'époque pour la légalisation de cette discipline. Raphaël Berthet, vous avez exercé, vous avez combattu en Australie notamment et dans différents pays jusqu'à il y a quelques mois. Vous êtes entraîneur maintenant de cette discipline de MMA, entre autres à Strasbourg. On peut peut-être rappeler qu'aujourd'hui en France, qu'est-ce qui est autorisé en termes de MMA, qu'est-ce qui est interdit? On peut faire des entraînements comme vous, mais les gens n'ont pas le droit de combattre. Alors en effet, le statut du MMA est un peu particulier en France, à savoir qu'on peut s'entraîner sur le territoire français, mais les compétitions sont totalement interdites pour le moment. Mais les choses sont en train de bouger, donc c'est super. Cette discipline qui devrait, c'est depuis des années qu'elle cherche une reconnaissance, les politiques l'ont souvent retoquée. Effectivement, le ministère a annoncé que cette discipline devrait être affiliée à la Fédération française de boxe. Il y a un avis du Conseil national olympique français qui doit être rendu demain, qui devrait officialiser cette nouvelle. On va voir d'ailleurs, Raphaël, un de vos combats en images. Vous alliez du coup, vous, à l'étranger, vous avez vécu en Australie pendant longtemps pour pratiquer aussi cette discipline. Vous êtes parti pour la pratiquer uniquement ou il y avait un autre challenge derrière? Non, pas simplement pour pratiquer le MMA, c'était pour voyager, mais au final, j'y suis resté pour le MMA, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de reconnaissance en France, et c'est un peu compliqué. Dans les autres pays où vous alliez, c'était un sport comme un autre, vous aviez un statut, vous étiez reconnu pour ça? Alors c'est vrai que je peux parler pour l'Australie notamment, il y a une vraie reconnaissance de ce sport et il y a une vraie structure. C'est-à-dire qu'il y a une fédération et tous les clubs avancent ensemble. Ici en France, vu qu'il n'y a pas encore de fédération, c'est un peu déstructuré et c'est un peu la porte ouverte à la pratique sauvage, on va dire. Qui a fait un peu de tort aussi certainement à la discipline. Jean-Philippe Morer, vous êtes élu encore, vice-président du conseil départemental aujourd'hui, vous étiez député il y a quelques années, voilà. Vous aviez essayé de porter, vous êtes amateur de sport de combat, pratiquant notamment de boxe, vous aviez essayé de porter justement la reconnaissance du MMA en toquant aux portes des ministères de votre couleur politique en plus à l'époque. Qu'est-ce qu'on vous a répondu? Grosso modo, c'était Mme Joanneau qui était ministre des Sports, championne de France de karaté, et elle avait une vision très définitive du MMA, en considérant que c'était plutôt des combats de chiens que du sport. Et donc j'avais tenté modestement d'essayer de faire avancer la cause, mais je me suis fait renvoyer dans les cordes, c'est le cas de le dire, assez rapidement. Et je me suis aussi senti assez seul, parce qu'à l'époque encore, c'était très confidentiel, et un élu un peu national qui s'intéresse à ça, on n'était pas très nombreux. Et je suis heureux en tout cas de voir maintenant que ça se débloque. Quel argument vous opposez? C'était uniquement la violence? Il y a quand même beaucoup de sports de combat dans l'absolu. Ouais, je crois qu'il y avait un état d'esprit déjà autour de certaines fédérations sportives qui considéraient que c'était indigne d'être reconnu comme sport, pour dire les choses telles qu'elles étaient pensées et dites à l'époque. Or, la pratique existe, l'entraînement est déjà possible aussi, et c'est un sport en pleine expansion. Qui, dans d'autres pays aussi, ce qui était stupide, c'est qu'il suffit de franchir la frontière pour faire de MMA en Allemagne et en Suisse, et pour des raisons plus... Ce que faisaient beaucoup d'Alsaciens, du coup, qui s'entraînaient ici et qui allaient combattre de l'autre côté du Rhin. Voilà, ceux qui voulaient combattre franchissaient la frontière et trouvaient une organisation très respectueuse des règles. Voilà, donc... Raphaël Berthet, il faut préciser que c'est, contrairement à ce qu'on dit parfois, où c'est le sport où tous les coups sont permis, tous les coups ne sont pas permis du tout. C'est un sport qui emprunte à beaucoup de disciplines différentes, mais comme dit, où on ne fait pas n'importe quoi, on ne fait pas ce qu'on veut. Alors tout à fait. Alors le MMA est un des sports, un des arts martiaux le plus complet. Vous avez toutes les techniques de percussion qu'on retrouve dans les différents types de boxe anglaise, karaté, kickboxing, etc. Pied, point, c'est ça, pied-point, avec les techniques de préhension. Alors, il y a quand même beaucoup de règles, à savoir, on ne peut pas mordre, on ne peut pas mettre les doigts dans les oreilles, dans les yeux, il y a plein de choses comme ça. Il y a certains coups au sol qui ne sont pas autorisés, par exemple les coups de pied dans la tête. Et voilà, après, je peux vous en citer plein, mais par rapport aux a priori que les gens ont, il y a des règles. On voit aussi qu'une des particularités, contrairement à ce qu'on pense, c'est ce qu'on voit sur les images d'entraînement qui sont dans la salle près de Strasbourg, où vous êtes d'ailleurs l'un des entraîneurs. Les combats se passent beaucoup au sol, en fait. C'est beaucoup de techniques de lutte, ce qu'on appelle de jiu-jitsu brésilien, de grappling. Enfin, c'est où on porte pas forcément de coups. On peut gagner un combat au MMA, et on le gagne souvent d'ailleurs, pas forcément en mettant l'adversaire KO, mais avec des techniques de prise, de soumission. De soumission, voilà. C'est toutes les techniques de préhension qu'on retrouve dans le jiu-jitsu brésilien, par exemple, ou dans la lutte. Alors c'est vrai que c'est moins traumatisant par exemple que la boxe anglaise où on se prend beaucoup de coups dans le visage. En MMA, il y a des combats qui se déroulent sans un seul coup, qui peuvent aller directement au sol et finir par une soumission. Le ring, cet octogone qu'on reconnaît un petit peu aussi d'ailleurs sur la partie entraînement, le côté cage entre guillemets, ça a un peu desservi aussi peut-être la discipline. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites par rapport à cette cage. Alors
cette cage, faut... Comment dire ? C'est pour la sécurité. Voilà, c'est de la sécurité pour les athlètes, parce que chaque année, il y a des personnes qui tombent du ring et qui se blessent, ou même il y a des personnes qui meurent malheureusement suite à une chute. La cage, c'est pas possible de tomber. Donc alors c'est vrai que de l'extérieur, ça peut faire bestial, mais en termes de sécurité, il n'y a pas mieux. Ça évite effectivement, parce que quand on est au corps à corps, ça évite qu'il y en ait un de deux ou les deux d'ailleurs qui passent par-dessus les cordes et qui exactement, chutent. Exactement. Jean-Philippe Maurer, est-ce qu'on peut quantifier un petit peu, où vous l'aviez fait quand vous étiez élu, en termes d'entraînement, en termes de nombre d'athlètes, en termes de compétition, quel est le potentiel, entre guillemets, quelle était la demande qui remontait du terrain ? Aujourd'hui, il y a un chiffre qui circule, mais très variable, une fourchette entre, moi, je pense 20 000 et 50 000 personnes potentiellement qui le pratiquent ou qui peuvent en tout cas être tout proches de rentrer en tout cas dans la reconnaissance officielle du MMA. Mais moi je crois aussi beaucoup au fait que tant que cette discipline était volontairement marginalisée, elle ne pouvait pas se développer. Et donc il y a beaucoup de frustration parce que dans d'autres pays on peut le pratiquer, et c'est surtout l'addition des talents qui permet de monter à un moment donné dans l'octogone. Et je crois que là aussi, de regarder une discipline sans pouvoir la pratiquer, aujourd'hui, beaucoup de clubs, dans des multiples activités qu'ils développent, en tout cas, l'addition de ce qu'ils font déjà, c'est quasiment du MMA. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment de passer le stade au-dessus. Et je suis certain que, comme dans les autres pays, le développement sera très rapide et très fort, parce qu'il y a beaucoup d'exigences, mais aussi beaucoup de passion et de compétences, déjà ici en France. Vous êtes amateur, vous irez voir J'attends le premier gala Strasbourg. J'attends que ça, même ailleurs. Raphaël Berthet, pour terminer quand même, d'où sont, quand on voit sur les images à l'entraînement, donc là à Elkirch en l'occurrence, qui sont les jeunes, qui sont les gens qui se tournent vers cette discipline, qu'est-ce qu'on vient chercher dans le MMA ? Alors comme vous voyez dans les images, Elkirch à Factory 84, il y a vraiment... Comment dire, c'est accessible à tout le monde. Alors il y a des personnes très jeunes, moins jeunes, des grands, des petits, des forts, des moins forts. Tout à fait convaincu, non ? Vous êtes partant ? Avec grand intérêt. Parce vous iriez ? Non, mais mon fils fait de la boxe, donc ça m'intéresse. Il y a aussi des femmes. Il y a aussi des femmes. Alors c'est vraiment accessible à tout le monde. Moi, ce que j'ai à dire, tout simplement, c'est venez essayer, venez découvrir. Alors, je sais que c'est toujours un peu dur d'ouvrir la porte des salles parce qu'on a des a priori, on se dit, je vais me faire mal, je vais être face à des bêtes. Prendre des coups, c'est normal, c'est le but. Oui, non, mais essayez, et vous verrez qu'au final, vous allez vous amuser. Alors, au final, vous pouvez faire ça simplement pour le loisir, pour apprendre une compétence, une skill, pour la compétition ou pas, peu importe. On n'est pas obligé de monter sur le ring, de rentrer dans l'octogone. Non, mais vous en tirez des bénéfices. Je veux dire que ça soit de la perte de poids, pour la tête, vous videz. Essayez. Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas, d'être venus nous présenter cette discipline ce soir. Il y en a un autre qui va monter sur le ring, c'est Eric Borner. T'es chaud, camarade ? Toujours, mais j'ai pratiqué le sport, j'avais un sponsor, il m'indiquait juste le sponsoring sur les semelles de mes chaussures parce que j'étais plus souvent. Parce qu'on savait que on allait te voir KO et allongé sur le ring. Et pourtant j'avais vu McConnor en face de moi. Je viens vous rejoindre avec grand plaisir. Allez, c'est parti. Eric Borner, comme chaque mardi soir, en direct et sans filet sur Alsace 20. Vivez l'expérience DS dans les DS Store Car Avenue, un moment unique et magique. Allez, c'est votre rendez-vous magique, comme chaque mardi soir sur Alsace 20, en direct et sans filet. Eric Borner, qui se fait un peu de place avec nos invités. Oui, très bien. Tout à fait, comme on est en direct. Oui, tout à fait. Je suis juste en train de voir si nos invités sont à l'aise pour pouvoir suivre l'expérience. Je vous ai emmené 52 partenaires. J'ai lu il n'y a pas très longtemps un tout petit article. Je n'ai pas tout lu, j'ai vraiment juste un article sur Carl Gustav Jung. C'est un psychiatre suisse qui a écrit, rédigé quelque chose sur la synchronicité, les éléments où plusieurs personnes se réunissent à un moment donné et sans s'en rendre compte. Les choses viennent se relier, mais ne sautent aux yeux que d'une seule et unique personne sans qu'elle se rende compte. Et puis je me suis dit, ça m'inspire un petit peu pour le numéro suivant. Je vous ai emmené ici 52 partenaires. Je ne sais pas si on va les voir à l'écran. Un petit peu particulière, puisqu'ici on a un jeu de cartes où toutes les cartes, je vais attendre juste que ça vienne du dessus, sont différentes les unes des autres. Je vous le montre ici. Oui. Et je vais vous demander de participer dans quelques instants. Le honneur aux dames oblige. Rappelez-moi juste votre prénom. Ayette, je vais vous demander, je vais faire défiler les cartes devant vous. Je vais vous demander juste de glisser votre index à l'intérieur pour me stopper sur une carte, n'importe laquelle. Allez-y. Ici, pas plus haut, pas plus bas. J'aimerais que vous puissiez regarder la carte, mémoriser la carte, mais ne la montrer à personne.
C'est fait. On va faire exactement la même chose. Je vous invite à plonger votre index à l'intérieur du jeu quand vous le souhaitez à n'importe quel niveau. Ici, pas plus haut, pas plus bas, réellement. Regardez votre carte, ne la montrez ni à Ayette, ni à moi, ni à personne, et encore moins à la caméra. Vous vous en souviendrez? Oui. Vous êtes parfait. Je fais exactement la même chose de ce côté. Je fais défiler les cartes. Juste glisser l'index à l'intérieur. Ne montrez votre carte à personne. Ici, pas plus haut, pas plus bas. Alors, juste un détail. Si vous avez choisi un joker par hasard, dites-le moi, on annule cette carte-là, évidemment. Est-ce que vous avez choisi un joker? Non. Alors souvenez-vous que sur 52 possibilités, vous avez choisi une carte au hasard. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, je vais vous demander ensemble, sans vous concentrer sur le jeu qui est devant vous, mais vous concentrer sur vous-même, de visualiser la carte que vous venez de voir, celle que vous avez maintenant ancrée en vous, et de nommer votre carte à haute voix au compte de 3. La sonorité des 3 cartes va nous donner le nom d'une nouvelle carte qu'on va utiliser. D'accord? Donc je compte jusqu'à 3 et vous me donnez à haute voix le nom de la carte que vous avez choisie. Prête? Prêt? 1, 2, 3. 7 de pique. 7 de pique, 7 de pique, et on a un valet de trèfle. Alors si on a 2 personnes qui se sont synchronisées, on peut aller plus loin. Vous êtes le seul à ne pas être encore dans le ring. Alors dites-moi stop quand vous le souhaitez, juste me dire stop. Ici, pas plus haut, pas plus bas. C'est très troublant parce qu'on est sur le 7 de pique. Une carte plus tard, vous auriez été sur un 5 de trèfle, mais maintenant vous avez le 7 de pique. Maintenant on est relié. Alors on va faire le premier parcours. Vous êtes coach, j'ai besoin donc de votre aide. Est-ce que vous préférez en haut ou en bas? En haut. En haut, hein. Je vous laisse monter, vous me dites stop quand vous le souhaitez. Stop. Pas plus haut, pas plus bas. Ce qui est très étrange, c'est qu'on a encore notre 7 de pique. Mais vous auriez certainement choisi de descendre un tout petit peu plus bas. Je vais t'inviter à me dire stop quand tu le souhaites. Juste me dire stop. Stop. Vous voulez le faire avec l'index? Il y a un côté E.T., j'ai vu le geste. On peut y aller. Ici, ici, ici. C'est encore très troublant parce qu'on voit le 7 de pique descendre. Ouais, la première fois, on s'en rend pas compte. Martial, juste me dire stop en descendant, n'importe quand. Stop. Trop tard. J'ai vu le geste aussi qui était là. Et on peut tomber sur le 2 de pique. Mais à une carte près, on aurait eu notre 7 de pique. Alors comment ça fonctionne? Je vais vous le donner. Parce que c'est très simple. Non. Si je prends une des cartes au hasard, normalement on ne dévoile pas un numéro de magie, mais si on commence à secouer la carte, on se rend compte que notre carte disparaît. Pas le reste du jeu, hein, juste cette carte-là. Mais si je claque des doigts, vous êtes peut-être dans un état d'hypnose. Et sous état d'hypnose, on a l'illusion, et ce n'est réellement qu'une illusion, que toutes mes cartes sont bel et bien que des cartes complètement et parfaitement blanches. C'est-à-dire que depuis le début, aucune de ces cartes n'a réellement été imprimée sur le jeu. Je vais défiler devant la caméra, si tu veux bien. Avec grand plaisir. Oui, 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 vous le voyez. Si je vous en laisse une en souvenir, vous pourrez me la signer tout à l'heure. Ouais. Vous pourrez me la signer tout à l'heure. Vous me ferez le plaisir d'avoir un autographe. Plaisir. Oui. Mais si je reclaque dans les doigts, je vous laisse reprendre une activité normale et on se rend bien compte que tout ce jeu de cartes n'était qu'un simple jeu de cartes où toutes les cartes sont réellement différentes les unes des autres et vos 52 partenaires. Je vous laisse reprendre une activité normale. Merci beaucoup, monsieur Borner. Mais bravo. Et surtout bravo. Et tout ça en direct et sans filet quand même, il faut le rappeler. Hein. Sans filet. Tu reviens la semaine prochaine? Avec grand plaisir. Et d'ailleurs, merci à ceux qui nous suivent. Je vois que Instagram, Facebook augmentent de plus en plus. Mais ça, c'est le talent, monsieur. Donc, merci à vous. C'est le talent qui, comme l'entraînement, paye lui aussi. Merci beaucoup, Eric. On va libérer Jean-Philippe Horaire et Raphaël Berthet qui va filer à l'entraînement parce que ses élèves l'attendent. Et on va parler à musique avec Ayette dans un instant. C'est juste après cette page de pub. À tout de suite. Retour en plateau et toujours en direct dans 24 heures en Alsace avec on va parler d'un festival strasbourgeois très rassurant. Bonsoir Michel German. Bonsoir. Ayette Ayad, vous êtes toujours avec nous. Un événement aussi étonnant que rassurant. On peut encore se parler les uns les autres quand on est d'origines différentes, de cultures différentes, de religions différentes. C'est un festival qui démarre ce mercredi, ça s'appelle les Sacrées Journées. Vous en êtes l'un des organisateurs. Un événement qui aussi, il faut quand même que je dise, à faire venir ensemble des chamans népalais, des chrétiens togolais, des derviches tourneurs, des bouddhistes tibétains ou des chamans amérindiens. Quel point commun vous avez trouvé, Michel German, à tous ces gens-là? La musique, le chant. Et c'est effectivement à travers les chants, la musique qu'on se retrouve. Et des fois, il y a des synchronicités. On a vu la synchronicité là tout à l'heure avec le jeu de cartes. Et on a des moments, des instants où des fois c'est une soirée, 3 concerts de 3 religions différentes. Et à un moment donné, des fois, on a des instants extraordinaires où les 3 ensemble se mettent à chanter
ensemble, sans avoir préparé, d'autres en ayant lancé des juste la magie de l'instant qui fait. C'est d'ailleurs l'ADN un petit peu de cet événement des Sacrées Journées depuis plusieurs années maintenant. Oui, c'est de rentrer dans la vibration de chacune des traditions, des spiritualités, des religions, et d'arriver à les comprendre et à se rencontrer. Et on a des surprises. Une surprise hier, c'était Librairie Kléber, d'entendre Ayet Ayad chanter, et on avait la salle blanche qui était là en silence. Mais chacun recevait aussi sa propre vibration et sa propre dynamique. C'est toujours personnel, évidemment, quand la réception qu'on en a. Ayet, vous étiez avec nous déjà depuis le début, vous allez nous interpréter un morceau dans un instant. Juste quand c'est forcément un festival, un moment un peu particulier, vous qui êtes strasbourgeoise, d'origine kabyle, vous chantez d'ailleurs en soufi tout à l'heure. Comment vous vous sentez dans ce drôle de cocktail qu'est ce festival ? Complètement à ma place. Complètement à ma place et très heureuse et honorée de participer à cette édition. Je dois dire que toute l'équipe de ce festival est vraiment formidable et c'est très beau le lien et le fil conducteur qu'il y a entre toutes ces personnes du festival et qui crée, je pense, grâce à ça, cette dynamique et qui permet, je pense, ce beau succès, il me semble, puisque je vous découvre en fait. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'on a souvent en retour d'artistes et qui nous disent mais vous avez une équipe assez fantastique. Oui. Et je tiens à saluer effectivement tous les bénévoles qui sont impliqués. Qui portent aussi ce festival. Donc ce mercredi à dimanche, on va parler de la programmation dans un instant. La musique, en parler c'est bien. L'écouter c'est encore mieux. Ayet Ayad, je vous laisse un petit pour une petite interprétation. Simplement un mot sur l'instrument que vous nous avez ramené, le morceau, c'est en soufi. Oui, alors là c'est un bendir que j'ai décoré à ma façon. Je lui ai mis mon énergie, mon empreinte, on va dire. Et je l'utilise lors de mes concerts, lors des séances thérapeutiques que je fais aussi en parallèle de mes concerts. Et là, je vais me laisser guider dans l'instant présent, avec les synchronicités justement de l'équipe que nous formons là autour de cette table. Et je vais partir donc en m'inspirant d'un chant soufi, de tradition soufi. On vous écoute. Merci. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Habiballah Muhammad. حبيب الله نبينا ضرات كوس الغرام ما بين On part avec vous. Quand vous disiez que vous vous laissiez porter par le morceau, c'est-à-dire que c'est écrit ou il y a une part d'improvisation au fur et à mesure ? Il y a une part d'improvisation totale et je m'inspire juste de la poésie en fait. Donc chaque morceau va être différent, chaque interprétation va être différente à chaque fois. Et ce même morceau, par exemple, je pourrais le rechanter mais d'une manière encore différente parce que je m'appuie vraiment dans l'instant présent et dans ce qui se passe entre nous, dans cette richesse du vivant que nous sommes, que nous représentons. Tout le programme de ce Sacrée Journée est à découvrir, on peut déjà le montrer sur le site internet évidemment de l'événement sacréjournée.eu. Michel German, quand on fait chanter, alors il y a plein de concerts, plusieurs jours de mercredi à dimanche, il y a quand même, on termine sur une symbolique assez forte quand on fait chanter des musiciens juifs dans une mosquée et des chants marocains dans une synagogue, il y a forcément une dimension, on est symbolique, elle est presque politique, c'est un vrai parti pris. On peut le trouver, effectivement, il y a un ADN qui est l'interreligieux, l'interculturel et l'international.
Et en même temps, l'international renvoie aussi au local, parce qu'on a aussi des artistes alsaciens qu'on tient à valoriser et à faire rencontrer donc notre public. Trouver des moments d'harmonie sur le plan social, sur le plan de... Les gens retournent chez eux changés et transformés. Et il y a quelque chose, effectivement, sur le plan politique qui change. Parce qu'il y a une autre manière, on crée plus de sérénité, de paix. L'an dernier, les personnes nous ont dit, quand on est rentré en tram et qu'il y avait le groupe Africato qui chantait, après le concert, on n'avait rien prévu de ça. Ça donnait une transformation quelque part. Alors, les sacrées journées, c'est d'inviter des personnes, des personnalités aussi fantastiques que Ayet Ayad, mais aussi Trouk Mojal, qui vient du Tibet, que ce soit Chantal Ferrat, elle travaillait à Sciences Po. Elle était à Sciences Po. Elle avait ras-le-bol de Sciences Po. Elle est allée au Larzac à garder les moutons et ensuite est allée trouver une maître Kérouz au Liban et actuellement elle a des chants araméens qui va puiser dans la racine de nos origines communes en Europe et c'est assez fantastique. Alors chacun, il faudrait les rencontrer tous, ont des itinéraires. C'est vrai que ça vient pour le coup du monde entier. Enfin, ça peut pas être plus éclectique que, comme dit, quand ça vient du Tibet, d'Inde, d'Amérique, etc. Oui. Ayet, vous vous retrouvez bien dans cette dimension. Elle est presque militante, symboliquement forte, en tout cas de mélange des cultures, des origines. Oui, totalement, parce qu'en fait, ma démarche artistique de départ, c'est l'interprétation du répertoire des 3 cultures, ce qu'on a appelé les 3 religions monothéistes, juive, chrétienne et musulmane. Et je me suis construite au départ, j'ai construit ma carrière et même ma personnalité, l'être que je suis, la femme que je suis, s'est construite dans l'expression à travers ce répertoire qui est issu de l'Andalousie médiévale et qui a su porter d'une manière très très intelligente en fait la valeur de ces 3 cultures. Et j'ai puisé vraiment et ma force en tant que fille des migrants algériens née en Alsace et on va dire mon inspiration au travers de ce répertoire-là qui est vraiment d'une grande richesse et surtout le symbole fort c'est la fraternité, le partage et c'est de plus en plus et en ce moment encore plus important, plus que jamais je crois, de se souvenir que nous sommes issus du même berceau et que nous sommes des êtres humains au départ. Avec des couleurs différentes, des inspirations peut-être religieuses ou ésotériques ou spirituelles différentes, mais que le terreau qui nous porte, c'est l'amour. C'est l'amour. Et qu'on se retrouve autour de choses et de moments comme celui que vous venez de nous faire vivre. Je ne l'ai pas dit en introduction, mais rappelez effectivement que ça se passe donc de mercredi à dimanche, mais dans tous les concerts ont lieu dans des lieux de culte, des mosquées, des synagogues. Vous chantez Ayet Ayad, vous la pagode, je crois, de la Robertso à Strasbourg. Enfin voilà, on fait le tour aussi dans le département de différents lieux de culte. Merci beaucoup. La cité de la musique et de la danse, c'est vrai. La danse, c'est le seul qui est là. Ce sera le temple de la musique. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce soir. Le programme et la billetterie, c'est de mercredi à dimanche, sacrée journée.eu pour si vous voulez en être et vivre des beaux moments comme on en a vécu un ce soir. Merci beaucoup à tous les deux. On va rester dans les belles choses et dans les belles pages avec Martial Debrief. C'est à la page comme chaque mardi soir sur Alsace 20. Martial Debrief, chaque année. Non, c'est moi qui commence en fait ce soir. 5 minutes, 3 livres. 5 minutes, 3 livres, que du bon, évidemment. Alors saviez-vous qu'en 1905, il y a eu une révolte ouvrière de la part des gens qui travaillent dans les manufactures de porcelaine? Non. Eh bien non. Et je vais vous apprendre plein de choses aujourd'hui, parce que tous ces livres que je vais vous présenter sont des livres qui sont à base d'histoire et puis de culture. Alors, on va commencer avec un très très beau livre qui se passe dans le milieu de la porcelaine, Corinne Javelot. C'est un livre qui s'appelle L'ombre de Rose May. Alors, on est au milieu du 19e siècle, un petit peu avant cette révolte, et puis Rose May est enlevée de la maison familiale où les parents sont partis, le frère est avec la sœur, et il ne va pas se remettre d'ailleurs de cet enlèvement, il va rechercher sa sœur toute sa vie. Alors, c'est un roman qui est empreint vraiment d'une écriture extrêmement fine. C'est un roman à tiroir. Si vous ne connaissez pas Javelot, c'est vraiment l'occasion d'aller la lire, parce qu'elle a cette habitude. Elle tire un tiroir et ne le referme qu'à la dernière minute. Ce qui fait que ça vous tient en haleine, que vous ne pouvez jamais décrocher de l'ouvrage. Et vous allez aussi, c'est ça l'intérêt de ce très beau livre, de ce très beau roman, c'est que vous allez en apprendre
énormément sur la porcelaine. Vous allez vous balader à Limoges, vous allez voir tous ces paysages qui ressemblent d'ailleurs aux couleurs des assiettes et de tout ce que vous allez voir virevolter au fur et à mesure des pages. Corinne Javelot a réussi un exercice étonnant, celui de vous faire traverser le milieu de la porcelaine du début, de cette milieu du 19e siècle, mais en même temps de vous emmener avec des personnages très fins et dans ce roman à tiroir qu'elle ne referme qu'au tout dernier moment. C'est noté, on se garde ça de côté, on fait un grand voyage, on passe de Limoges à Hollywood. Oui, exactement, et avec Geneviève Senger. Alors Geneviève Senger n'est plus à présenter en Alsace, c'est une femme qui a écrit énormément de romans, et là également on apprend énormément de choses. D'ailleurs, saviez-vous, on la refait, attention, que la première grande actrice muette du film muet était une Alsacienne. Vous allez me dire, eh bien non. Eh bien, vous allez apprendre tout cela dans le livre de Geneviève Senger, L'or de Salomé. Salomé est une personne absolument étonnante, passionnante. Elle a une envie d'apprendre et elle est surtout complètement persuadée que le 7e art l'attend de l'autre côté de l'Atlantique. Alors elle décide de faire la traversée. Elle va rencontrer Mo qui est un homme qui a du flair sur le bateau et qui va l'emmener vraiment sur la route du succès. Alors ce qui est absolument époustouflant avec Geneviève Senger, qui est très différente d'ailleurs de Corinne Javelot dans la thématique des ouvrages, c'est que c'est extrêmement bien écrit, comme Corinne Javelot, mais à la différence, elle va vraiment entrer dans les sentiments et l'attachement de ces personnages à tel point qu'à la fin de l'ouvrage, vous êtes complètement décontenancé et vous vous dites « Zut, c'est fini, je ne l'aurai plus ». Alors c'est vraiment à découvrir. Lisez cet ouvrage, vous allez en apprendre énormément sur le cinéma muet de l'époque et aussi sur ce très beau voyage au-delà de l'Atlantique. Et comme vous le disiez tout à l'heure, tout est une question d'amour. C'est beau, on pourrait presque finir là-dessus, mais non, parce qu'il en reste un, on a parlé de femmes, on va parler de la condition masculine, parce que la parité nous y oblige désormais. Ah ben oui, non mais attendez, pour une fois qu'on en parle même, d'une certaine façon, parce que, alors ça c'est vraiment tout l'intérêt de cet ouvrage de Pierre Théobald, qui est d'ailleurs un jeune auteur, c'est son tout premier livre. Il ne s'agit pas d'un roman, mais de nouvelles. Alors on va se retrouver avec des personnages complètement différents. Alors on va retrouver l'homme égoïste, l'homme attachant, on va retrouver l'homme jaloux, on va retrouver celui qui est en train de manipuler un petit peu son entourage pour obtenir la femme qu'il aime. Il est absolument exceptionnel, on rit, on est ému, et à la fois cet ouvrage quelquefois nous attriste, il réussit en tout cas à faire passer le lecteur par tous les mouvements du corps. Regardez, c'est d'ailleurs très très bien illustré, je trouve, en tout cas cette couverture est bien réussie, et montre tous les sentiments que les hommes peuvent avoir quelquefois avec leurs affres, leurs défauts, leurs qualités, et leurs sentiments contradictoires, parce que nous sommes aussi un peu contradictoires. Ah bon ? On n'est pas d'accord du tout. Merci beaucoup Martial, vous retrouvez bien sûr toutes les infos sur la chronique sur le site internet alsace20.tv. Vous revenez la semaine prochaine ? Oui. Mais pas mardi. Non, pas mardi. Vous nous emmenez en voyage ? Oui, je vous emmène sur le salon du livre de Taipei la semaine prochaine. Taipei comme l'île au large de la Chine ? Exactement. Attention à toi camarade. Mais oui. Il n'y a que 4 cas en France. Tu mettras une page de livres, les livres te protégeront. Oui, les livres protègent toujours, même de la mort, parce que derrière chaque mot, il y a de toute façon la finalité d'aller au-delà du tombeau. Merci beaucoup, Monsieur Debrief. On le retrouve la semaine prochaine. Eric Borner, tu reviens mardi prochain, camarade ? Je vais y réfléchir. Ouais, bon, je sais pas. Avec grand plaisir. Très bien, prenez note. Mardi prochain, Eric Borner et Martial Debrief. Il nous reste une petite minute, Michel German, Ayat Ayad. La dernière bonne raison de se précipiter au Sacré Journée. Il reste des places, il vaut mieux réserver. Alors, il vaut mieux réserver. Dimanche, c'était complet. Et donc, on a Saint-Thomas qui s'approche effectivement de guichet fermé. Mais donc, vaut mieux réserver. C'est une double raison parce que le soir même, c'est à 18 €. Si on réserve avant, c'est à 15 €. On reste dans le tarif qui est depuis 4 ans. Et il y a effectivement des chamans à découvrir. C'est la première fois qu'on fait rencontrer des chamans de l'Arizona jusqu'aux Himalayas. Un Népalais et un Amérindien. Qui se retrouvent en Alsace. Et qui vont se retrouver en Alsace. Et il y a un autre lieu c'est le musée Vaudou, qui va être une découverte avec les chamans. Merci beaucoup Michel Germain d'être venu sur ce plateau. Ayat Ayad, où on vous retrouve jeudi soir à la pagode de Strasbourg, à la Robertso. Jeudi soir, oui. Avec vos instruments. Oui, tout à fait.
Formidable. Et merci beaucoup à tous les deux également d'être venus nous présenter cet étonnant festival qui revient chaque année avec sa part de magie et de mélange. Merci à tous. On se retrouve, demain, mercredi. Vous retrouvez Lionel Augier aux commandes. La suite, comme chaque mardi soir, c'est le tour des cantons. Excellente soirée à tous. Un jour peut-être historique. Mercredi dernier se tenait au château de Hambach, en Allemagne, la toute première réunion du comité franco-allemand de coopération transfrontalière. Autour de la table des représentants des deux États, des élus des collectivités, des parlementaires. Si la journée a été consacrée à l'installation du comité, 12 sujets ont pu être évoqués par les participants. Si un sujet frontalier est aujourd'hui une difficulté, ceux qui peuvent le résoudre sont tous dans la pièce aujourd'hui. Donc personne ne peut nous dire « Ah non, c'est quelqu'un d'autre, c'est ailleurs, c'est pas moi, c'est lui, c'est là ». Ce qui fait que parfois, depuis 10 ou 15 ans, il y a des difficultés que les frontaliers connaissent très bien, sur la mobilité, les déplacements, le détachement des travailleurs, les manifestations sportives, et je pourrais faire une longue liste. On les a tous abordés ici, et maintenant, chacun est responsable. Celui qui a la possibilité d'agir est devenu responsable de l'action. Et donc, on a remis les choses, j'allais dire, au bon niveau. Il y a beaucoup de coopération transfrontalière qui marchent. Il y a aussi des choses qui ne trouvent pas de solution, et c'est ici qu'on va le faire. Le comité trouve sa source dans le traité d'Aix-la-Chapelle, signé par la France et l'Allemagne l'année dernière. À l'origine de la proposition, le député du Bas-Rhin, Sylvain Waserman. Réunir autour d'une même table autant d'acteurs étatiques et régionaux est une grande première. On s'est aperçu que depuis des dizaines d'années, il y a énormément d'obstacles, ce qu'on appelle les irritants du quotidien, qui ne trouvent pas de solution. Et qui ne trouvent pas de solution parce que c'est compliqué de coordonner tous ces gens-là, de les mettre autour de la table pour se mettre d'accord sur la meilleure solution. Faut-il changer une loi? Faut-il modifier un texte? Faut-il développer un projet? En tout cas, vous avez autour de la table tous ceux qui prennent l'engagement que tous les ans, on puisse faire le bilan des problématiques concrètes qu'ils auront réussi à résoudre. Au fil du Rhin, on trouve de nombreux organismes de coopération transfrontalière traitant de sujets précis, comme par exemple la navigation, ou gérant la coopération sur les territoires délimités. Ainsi, sur les 7 eurodistricts existants en France, 4 se trouvent en Alsace. Témoignage de l'importance des enjeux transfrontaliers dans notre région. Au sein du comité, on tient à l'assurer, cette conférence ne sera pas une couche de plus dans le millefeuille de la coopération transfrontalière. Ça n'est pas juste une structure transfrontalière de plus, mais c'est une structure qui va être agile, qui doit être efficace pour intervenir rapidement dans le quotidien des citoyens. Et pourquoi pourrons-nous être agiles et efficaces? Parce que nous regroupons à la fois des acteurs locaux, donc des élus locaux, mais également des représentants de l'Assemblée parlementaire franco-allemande et puis également des représentants des gouvernements français et allemands, ce qui nous permet de faire avancer très rapidement les projets. D'ailleurs, j'ai demandé cet après-midi même que tous les 6 mois, à chaque réunion de notre comité de coopération, nous faisions un point d'étape de tous les projets pour voir leur avancement. Objectif du comité, traiter des questions du quotidien à grande échelle. En témoignent les sujets abordés ce 22 janvier. Rencontres sportives, mobilité, travailleurs détachés, la santé ou encore les voyages scolaires. Si ce dernier sujet peut paraître trivial, il cache pourtant des enjeux importants. Comment coopérer si l'on ne maîtrise pas la langue du voisin? Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'obstacles aux mobilités scolaires. Or, si on veut développer la connaissance de la langue allemande, je crois beaucoup à l'immersion. De sorte que les enfants soient dans une situation d'échange en allemand toute la journée. Je pense que c'est aussi par cette méthode-là que nous pourrons renforcer l'apprentissage des langues. Donc ça, c'est un exemple très concret et je suis très heureux de pouvoir être le rapporteur de ce travail-là sur lequel on va échanger avec tous les acteurs. Autre sujet évoqué, le dossier épineux de la fermeture de Fessenheim. En juin, la centrale nucléaire cessera de produire du courant. Pour le territoire, c'est une perte importante en termes d'emploi. Ainsi, au conseil départemental, on souhaite s'appuyer sur la coopération avec nos voisins allemands pour redynamiser l'économie du secteur. Si le comité de coopération transfrontalière en lui-même n'a pas de pouvoir décisionnaire, au conseil départemental, on espère qu'il facilitera les travaux engagés. Nous travaillons déjà au quotidien avec nos voisins allemands sur la précentrale nucléaire de Fessenheim. Ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils fassent partie de la société d'économie mixte franco-allemande que nous allons créer très prochainement pour nous aider à attirer des entreprises dans le secteur de Fessenheim. Et je peux vous dire qu'ils sont très très dynamiques dans ce domaine. Avant Noël, nous avions à Berlin un workshop
organisé par le Land du Bade-Württemberg et le Bund allemand pour essayer d'intéresser des universitaires, mais aussi des entreprises à ce territoire de Fessenheim. Bonjour. Français ? Oui. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Chaque jour, 46 000 Français frontaliers vont travailler en Allemagne. Un chiffre en baisse ces dernières années, bien que notre voisin ait besoin de main-d'œuvre. Si la connaissance de la langue est indispensable pour décrocher un emploi, encore faut-il que les frontaliers puissent se rendre outre-Rhin. Pour créer de l'emploi, il est nécessaire d'avoir de la mobilité. La mobilité, c'est par exemple la liaison ferroviaire Colmar-Freiburg qui avance même bien, puisque d'ici quelques semaines, nous allons signer la convention de financement pour les études approfondies de cette ligne, dont il est toujours prévu l'inauguration en 2026. Donc vous voyez du concret qui touche les gens, les Alsaciens, dans leur quotidien. Si mercredi dernier, les 2 départements alsaciens siégeaient au comité de coopération transfrontalière, d'ici 11 mois, c'est la collectivité européenne d'Alsace qui y aura son siège. C'est très important pour nous, puisque le cœur du projet, c'est l'Europe, collectivité européenne d'Alsace. L'une des compétences majeures de cette nouvelle collectivité va être la coopération transfrontalière. Nous en sommes très fiers, parce que l'Alsace va être en quelque sorte le cœur européen de la France, et je peux vous assurer que ce sera le cœur battant de la France. Prochaine rencontre du comité dans 6 mois. Autour de la table, tous se donnent 1 an pour tester la pertinence et l'efficacité de ce nouveau cadre de coopération transfrontalière.